le plan officiel. Je travaille aussi depuis assez longtemps comme citoyen dans différents dossiers des transports collectifs à Gatineau. J'ai étudié à l'université où se sont déroulées plusieurs des entrevues dans Why We Cycle, l'université Radboud aux Pays-Bas. J'essaie d'apporter la perspective des Pays-Bas vers l'Amérique du Nord, lentement mais sûrement. Et voilà. Super, merci Benjamin. Je vais te mettre muet. Ensuite, on va aller voir Catherine. Je sais pas. Ah, ça marche maintenant? Super, parfait. Je pense qu'on l'a fait en même temps, fait qu'il y a un petit jeu de Zoom. Je suis contente d'être ici avec vous. Moi, c'est Catherine. Je suis urbaniste en organisme à but non lucratif ici dans la région. Ce soir, je suis là pour vivre en ville, mais je travaille aussi là, pour des organismes comme Rue Principale. Fait que tout ce qui touche là, les collectivités viables, les noyaux villageois. Je trouvais ça super intéressant. Benjamin, d'apprendre que tu as étudié en Europe. Moi, dans le fond, j'avais eu la chance de rencontrer plein de gens du vidéo quand j'ai fait une école d'été à Amsterdam en 2016. Fait que je trouve ça super excitant là, d'être assis avec vous pour pouvoir en jaser quelques 4 ans plus tard, là, puis poursuivre cette réflexion-là sur une culture du vélo de notre côté. C'est tout. Je ne veux pas en prendre beaucoup plus de temps. Fait que veux-tu que je lance la balle à une des prochaines dames? Fait que Cécile, si tu veux poursuivre. Bonjour, je suis Cécile Lecoq, je suis résidente de la région depuis 14 ans maintenant. Je viens de France, comme ça s'entend peut-être. Puis, je n'ai pas du tout été formée dans le domaine de la mobilité et de l'urbanisme. C'est une passion qui m'est venue plus tard. Puis, ça m'a permis de mettre des mots sur l'expérience que j'avais comme Européenne arrivant dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis c'est vraiment en fait dans la région que je me suis mise au vélo comme mode de déplacement. Puis au point d'être capable de me décharger de ma voiture et avec mes enfants, on vit sans auto depuis près d'1 an et demi. Et donc ça nous permet d'apprécier les bénéfices, les avantages de la ville de Gatineau et puis les manques aussi en termes d'aménagement. Mais quand on fait du transport à vélo avec un petit de 6 ans, on apprécie vraiment la réalité des déplacements. Puis c'est pas aussi facile que dans le documentaire qu'on voyait. J'enviais beaucoup des aménagements. Donc, ravie d'être avec vous ce soir. Merci. Marie-Soleil. Oui, merci. Merci à Action Vélo Outaouais de nous avoir invités ce soir. Je m'appelle Marie-Soleil. Je suis géographe de formation. Je suis géographe de la santé, en fait. Donc, les géographes de la santé, on s'intéresse, en fait, à l'impact de l'environnement sur la santé, que ce soit l'environnement naturel ou l'environnement bâti. Dans mon parcours, je me suis intéressée à la sécurité routière dès ma maîtrise, en fait, là. Et puis, je dis souvent à la blague que mon directeur de maîtrise, il m'a donné une disquette, là, chose que plus personne n'utilise maintenant, où il y avait des points X, Y avec des collisions qui impliquaient des enfants. Et puis, il m'a dit, tu devrais faire ta maîtrise là-dessus, là, regarde la carte des écoles, la carte des collisions, puis écris-moi quelque chose. Fait que ça a été mon début d'intérêt pour la chose urbaine et la sécurité routière en particulier, surtout chez les piétons. Et puis maintenant, je suis professeure à l'Institut national de la recherche scientifique dans le programme d'études urbaines, donc 100% urbain, mais bon, l'urbain peut prendre toutes sortes de formes par ailleurs, là. Donc, nous, on est basé à Montréal, mais on travaille sur toutes sortes de villes et de collectivités, là, parce que même dans les régions, il y a des milieux urbains. Hein? Bon, Gatineau, j'appellerais pas ça une région parce que c'est assez central quand même, mais on a travaillé sur des petites villes comme Victoriaville ou Rouyn-Noranda aussi qui sont finalement pas si petites que ça. Puis étonnamment, ou je sais pas si c'est si étonnant que ça, mais où on retrouve les problèmes très similaires, mais au lieu d'avoir 1000 intersections problématiques, je vais en avoir 3, 10. Donc, les problèmes sont les mêmes partout.
On a beaucoup travaillé aussi dans les dernières années sur la cohabitation en ville des piétons avec les autres usagers de la route. Fait que je vais peut-être avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. On s'intéresse particulièrement à la cohabitation avec les cyclistes en raison des nouveaux aménagements cyclables qui apparaissent à certains endroits. Et bref, moi, je me suis beaucoup intéressée aux enfants, aux aînés, mais finalement, peu importe l'âge des piétons ou des cyclistes, tant qu'ils interagissent dans les espaces urbains, ils vont m'intéresser dans une optique de mobilité durable et de sécurité routière, évidemment. Là, c'est les deux volets pour lesquels je m'intéresse. Donc, voilà. Super. Merci, Marie-Soleil, d'être prêtée au jeu avec la petite teinte outaouaise que nous sommes. À ce moment-ci, je vais inviter les spectateurs, qui sont au nombre de 38 maintenant, à prendre leurs notes et à réfléchir un peu là, à leur visionnement du film Why We Cycle. Puis dans le fond, peut-être juste me lancer en commentaire, c'est quoi la chose qui vous a le plus frappé là, en regardant le reportage. Puis moi, je vais essayer de faire un peu le lien là, avec les thématiques qui ont été abordées dans le documentaire. Est-ce quelqu'un qui veut se risquer, là? Comment, François? Pierre-Adam? Gérard a quelque chose à dire. Ah, un nouveau message. Sophie, les interactions humaines. Ouais. Il y avait beaucoup de discussions là, sur comment le fait d'être cycliste dans cette ville-là ou dans ces villes-là créait beaucoup d'interactions entre les différentes personnes. Je me rappelle, il y avait la dame d'origine arabe là, qui avait ses 2 enfants et qui racontait comment elle avait rencontré quelqu'un puis qui a jasé pendant 20 minutes sur le coin d'une rue, quelque chose qui n'y aurait jamais arrivé autrement. Dans le fond, ça crée des liens sociaux plus étroits, plus d'interactions, tout à fait. Gérard, des souvenirs de son beau pays. All right, on en a un qui vient de là-bas. Des beaux souvenirs. Le contact des yeux, ouais, un peu comme les interactions. On se regarde plus parce qu'on doit décoder la direction que les gens vont prendre. On doit être plus... essayer de voir où est-ce qu'ils s'en vont, ils m'ont-tu vu, etc. Il parlait beaucoup des interactions, là. Est-ce une utopie? Ah oui, bien ça, c'est une question, Patrick, là. Ce qui est dans le fond, tu te questionnais, hein? Si c'était utopique de voir ça. Quand tu vois ça, c'est impressionnant, la quantité de vélos tout alentour. C'est une très forte proportion de gens qui utilisent leur vélo. Là, on parlait dans certaines villes, on atteint presque le 60 %. Ça doit être Copenhague, ça, ou Amsterdam, un des deux. Mais de manière générale, au pays, c'est 25 %, ce qui est énorme comparé à notre région, qu'on est à 2 % ici. Je pense que Montréal va peut-être taper le 2,6 %. Donc, si vous pensez qu'il y a du monde à Montréal en vélo, c'est pas pareil. Véro, ma blonde, a dit la fluidité des nombreux vélos qui se croisent. Donc, vous avez remarqué un peu, je ne sais pas si ça vous a étourdi un peu à un moment donné, là, il y a des intersections où est-ce que il explique que tous les feux sont verts pour les cyclistes en même temps. Et puis, c'est très fluide, donc la gestion des lumières et tout est vraiment pas pareil là, à certains endroits. Ensuite, ils prennent leur vélo pour leur déplacement quotidien avec des vêtements de ville. Oui, donc la différence entre le lycra nord-américain et le linge de tous les jours, dans le fond, les jeunes hommes qui fréquentaient le café le soir, lorsqu'ils débarquaient, ils barraient leur vélo. Il n'y avait aucune étape intermédiaire. Ils ne faisaient que laisser leur vélo là parce que les cadenas sont intégrés sur les vélos. Et puis, ils rentrent dans le bar comme s'ils étaient venus en transport en commun ou à pied ou en auto, peu importe. Donc, vraiment faire du vélo comme on s'habille normalement. Le civisme, donc, ouais, il transparaissait un grand sens de civisme là, entre nous. On fait confiance, il y avait la notion de confiance envers les autres cyclistes, les piétons et même les automobilistes, que tout le monde faisait attention à tout le monde. Donc, ça, c'était très bien. Les personnes âgées, oui, beaucoup, dans le fond, c'est dans les mœurs. Donc, ces mœurs-là continuent avec l'âge.
Les petites madames, il y avait leur petit vélo hybride. Il y avait leur moteur, mais comme elle disait, elle n'utilisait pas souvent, seulement quand il y avait des côtes. Dans le fond, c'est des gens de tous âges font du vélo là-bas. Ah, enfin, quelqu'un qui l'a dit, l'absence du port du casque. Hey, c'était-tu beau ça, rien qu'un peu. Donc, c'est encore quelque chose qui est difficile à gérer ici en Amérique du Nord. Moi, ma position, évidemment, puis je pense que celle d'Alain aussi, c'est qu'on est contre l'obligation du port du casque. Mais dans le fond, c'est une question de santé populationnelle, puis un peu comme la COVID, on parle de ça, santé de la population. Donc, il y a des mesures qui sont bonnes ou mauvaises pour la santé de la population. Et là-bas, le port du casque, ben, tu t'en fous un peu. Étonnamment, il y a tellement de vélos là-bas et les gens ne portent pas de casque, mais il y a très peu de traumatismes crâniens, là, d'accidents graves, toute proportion gardée dans ces pays-là, du fait que tout le monde est en vélo et on fait attention aux gens. Ici, on semble vouloir privilégier la voiture, évidemment. C'est une question de culture. Mais alors là, on n'a pas toujours été comme ça. Donc, ils ont eu un gros auto-boom dans les années fin 60, début 70. Donc, il y a eu plusieurs milliers de voitures dans ce pays-là à un certain moment et il y a eu un coup de barre qui a été donné dans le milieu des années 70. Ouais. Fausse impression de rapidité des automobiles qui représentent là-bas. Ouais, mais c'est une question d'infrastructure à ce niveau-là. Il y a peut-être moins d'autoroutes, des choses comme ça. Dans le fond, la manière la plus rapide dans les milieux urbains de circuler, c'est reconnu comme étant par le vélo. Fascinant qu'il n'y ait pas plus d'accidents entre les cyclistes. Oui, évidemment, le thème n'a pas été abordé précisément là-dedans, mais dans le documentaire, mais en effet, toute proportion gardée, il y a peu d'accidents dans ces endroits-là. Ça arrive, là, hein? Faut pas se créer d'utopie. C'est sûr que le film n'a pas monté les accidents, mais il y en a quand même, là. Mais toute proportion gardée, moins. Ouais, le casque qui revient. La culture du respect sur la route. Ouais. Appartenir à une normalité sans statut social. Et ça a été un peu abordé vers la fin du documentaire. Le sens, c'est une société très égalitaire. C'est ça l'adjectif, egalitarian. Donc, les gens appartenant à des classes supérieures font du pouce là, sur le fait de projeter une image de gens normaux. Donc, ils gagnent des points politiques, en fait, à se présenter en vélo. Vous l'avez vu avec le roi et la reine, c'est pas une joke, là. Ils font ça pour de vrai. Les ministres font ça. Donc, c'est comme bien vu de faire partie de la classe moyenne, si on veut, là. Donc, oui, le statut social. Donc, les gens flashent moins leur voiture. C'est moins ostentatoire, mettons, comme culture. L'appropriation de l'espace public, en effet, c'est beaucoup plus à échelle humaine, je crois. On voit que l'espace, il semblait y avoir ça fourmilier de gens et non pas de voitures et de stationnement. J'ai bien noté Ariane puis Xavier, vous avez des questions ici, là, puis Carl est en train de les lire, là, fait que il est en train de les colliger. Autonomiser les enfants par le vélo. Ariane, ça, c'est teinté parce que tu es une maman, je le sais, mais moi, je suis un papa aussi. Mais beaucoup de témoignages dans le film de parents qui veulent donner de l'autonomie à leurs enfants. Puis la sociologue, elle faisait l'imagination, elle utilisait l'expression hunting grounds pour les ados. Donc, d'avoir accès, de permettre aux jeunes d'avoir accès à des endroits qui, nous autres, des fois, ça peut paraître un peu hors d'accès à cause des autoroutes ou quelque chose comme ça. Donc, ils peuvent faire ce que tout bon adolescent fait, ou qu'on ne doit pas nommer, et explorer leur ville comme ça. Puis évidemment aussi l'autonomie au niveau du temps. Là, ici, on est un peu esclave du trafic. Là, on planifie nos déplacements en fonction du trafic et tout ça. Donc, le petit gars, peut-être Zep là, ou l'autre, là, il disait je fais juste prendre mon bike, puis je pars quand je veux, puis quand je sais qu'il faut jouer à la maison, ben j'embarque puis je me rends chez nous. C'était fini, c'était simple.
Genre d'infrastructure. Au niveau de l'infrastructure, on voit quand même beaucoup de pistes cyclables. Ça, c'est quelque chose qui est spécial ici. On n'a pas beaucoup de pistes cyclables, contrairement à ce qu'on dit. Ah, Gatineau, c'est piste cyclable. Je m'excuse, mais il y a une piste cyclable et elle est sur la rue Laurier. Le reste, ce sont des sentiers polyvalents ou, bon, je ne suis jamais le bon terme, multi-usage ou polyvalents. Donc, ils sont partagés, en fait, sentiers partagés. Donc, là-bas, il y a des endroits, il y a des autoroutes à vélo, littéralement. Donc, les gens ont plus leur place, si on veut, malgré la mixité qui se passe dans les centres urbains. Là. En périphérie, il y a des endroits qui sont dédiés, ce qui permet d'avoir des meilleures vitesses de croisière. Là. L'égalitarisme, ouais, les vieux vélos, utiliser des home office, des vieux vélos à 50 € comme la madame disait. Donc, même si les gens ont des vélos plus dispendieux à la maison, tout le monde prend plaisir ou un peu, c'est très utilitaire dans le fond. Fait juste prendre n'importe quel vieux vélo qu'il y avait, puis comme ça, il risque moins de se le faire voler, évidemment. Les différentes vitesses, ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ville, c'est plus mollo. Il n'y avait pas l'air d'avoir trop de personnes de trop pressées. Puis, dans le fond, ils s'autorégulaient un peu là, au niveau de la vitesse de croisière en ville. Donc, ça, c'était intéressant. Ah, ouais. Daniel Domaine dit là-bas, les automobilistes traversent l'espace des cyclistes et des piétons. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Les piétons doivent traverser l'espace des cyclistes, comme essayer de traverser le boulevard Maisonneuve là, quand tu arrives de Laurier. Tu as vraiment l'impression d'être pas à ta place. Tandis que là-bas, c'était comme l'inverse. Les voitures étaient comme oh, je vais essayer de me faufiler entre ces automobilistes-là. Peu portent des écouteurs. Ah, ils les ont enlevés pour le film. Je ne sais pas si le port des écouteurs est un fléau ou pas dans ce coin-là. Mais je vois souvent des vidéos de cyclistes en train de faire autres tâches connexes en roulant, là, des écoliers qui prennent leur déjeuner en roulant, en se rendant à l'école, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, ce qui m'a frappé le plus, là, c'est que les Néerlandais ne semblent pas se rendre compte de ce qu'ils ont. T'sais. Au début, on parlait un peu de c'est juste comme ça qu'ils sont maintenant. Tu ne te poses même plus la question. C'est pas comme nous autres qu'on doit se battre pour avoir des infrastructures puis penser ah oui, chaque matin, je vais prendre mon vélo. Tu sais, c'est un geste intentionnel. Penser là-bas, ça va de soi. C'est comme ça que la culture est bâtie et que les gens se déplacent. Donc, la plupart des gens, quand tu leur poses des questions, ah, tu te déplaces en vélo, ben oui, c'est juste normal. Donc, c'est ça, c'est universel, c'est pas réfléchi. Donc, la sociologue not reflected upon, elle l'a dit à 2 reprises. Là. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Au niveau de la sécurité, ouais, ici, on a très peur là, des vols de vélo. Avec raison, à Ottawa, en ce moment, il y en a beaucoup. On met 75 cadenas là, de 3 différents types. Là-bas, souvent, vu qu'on a un vélo cheap, puis la culture est différente, souvent, on fait juste barrer la roue avec un cadenas qui est déjà monté sur le vélo. On rentre, on fait ses courses, puis on sort, puis le vélo habituellement est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vol, mais probablement moins. Sylvain mentionne que c'est plat là-bas. En effet, il n'y a pas beaucoup de côtes. Et aussi, il y a la mer qui n'est pas loin. Il y a des questions d'espace. Là. Il y a des problématiques aussi de géographie qui ne sont pas abordées dans le film en termes de... Ils n'ont pas beaucoup d'espace, ils ont une autre densité de personnes. Donc, peut-être qu'il y a une question de... Il faut voir l'aménagement des villes et du pays en entier au niveau de la densité de la population. Oui, il y a du vent, en effet. Ça. Toujours un vent de face là-bas, ça, c'est clair. Peu importe de quel bord tu vas. Mais en effet, puis avec les changements climatiques, puis l'eau des mers qui s'élève, je sais qu'il y a certaines municipalités côtières qui sont mis à rude épreuve et qui pourraient perdre du territoire. Fait qu'on a tous regardé le même film. Je suis super content. Hein? Ça veut dire que le lien a fonctionné. Pfiou, j'ai eu peur. Fait qu'on va tout de suite transitionner parce que je suis un peu tanné de m'entendre.
avec la période de questions pour les panélistes. Fait que Carl, je vais voir. Daniel, je ne vois pas tous les commentaires mentionnés. Ah, bon, c'est peut-être seulement nous qui les avons, les commentaires. Fait que je vais les copier, les mettre ici. Donc, Carl, je viens de... J'ai 3 questions ici de Ariane, Emmanuel et Pierre-Adam. Voilà. Fait que pendant ce temps-là, je vais tout de suite poser une question que j'avais préparée pendant que Carl lit les questions des autres. OK. Alors, première question, c'est probablement pour Catherine et Marie-Soleil, mais les autres aussi, évidemment, si vous voulez intervenir, là, allez-y. On pense souvent aux infrastructures cyclables quand on passe aux Pays-Bas, parce que c'est ce qu'on voit, hein, c'est ça le tangible. Mais la culture du vélo, puis ça, c'est qu'est-ce qu'on veut parler, là, la culture, c'est le produit de plusieurs éléments. Il y a eu plusieurs choses là, qui se sont passées là, dans les années 70, comme on disait, l'arrivée massive de la voiture, un choc pétrolier en 1973, qui ont suivi des politiques très progressistes. Donc, avec une genre de culture, comme on dit, égalitarienne, homogène, puis donc favorable au vélo. Dans ce contexte-là, au Québec, est-ce qu'on devrait devrait-on penser aux aménagements cyclables comme étant la clé de voûte pour augmenter l'utilisation du vélo ou seulement un parmi tant d'autres? C'est pour ça qu'on pose la question à Catherine qui est à Vivre-en-Ville, Marie-Soleil qui s'intéresse aux piétons, parce que nous autres, on est souvent teintés vélo. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Là, je suis presque gênée de commencer, mais écoute, je vais me lancer. Marie-Soleil, je te laisserai continuer avec des données et des réflexions peut-être encore plus académiques que les miennes. Là. Mais en lisant un peu les commentaires puis en me remémorant mon expérience à Amsterdam, en regardant une vidéo, en relisant mes notes, ma réponse pour moi, celle-là, elle est comme simple. C'est sûr que c'est un élément parmi tant d'autres, même si c'est extrêmement important, puis on a la chance de le voir de plus en plus, je trouve, par expérience, dans mon quartier, dans mon milieu ici, au fur et à mesure qu'on applique tranquillement le plan directeur du réseau cyclable, qu'on réfléchit à connecter les différents tronçons entre eux, à rendre le trajet de vélo lisible, continu, sécuritaire, c'est sûr que c'est extrêmement important. À Amsterdam, je l'ai vécu, j'oserais parler d'expérience. C'est sûr que ce qui est simple, c'est que tu ne te poses pas la question. Il y a une place pour toi dans la rue. Tu sais où tu t'en vas d'une intersection à une autre. Tu fais juste continuer sur le trajet qui t'est dédié. C'est certain que ça joue un grand rôle. Par contre, je trouve qu'on le sent dans la vidéo. Il y a une grande partie de tout ça. Et en fait, peut-être qu'on ne le sent pas tant que ça dans la vidéo. Mais les gens sont très... c'est un réflexe de prendre le vélo, c'est un réflexe de savoir arranger son vélo. Tout le monde sait changer un tube, patcher un trou, ma chaîne a débarqué. Les gens sont savis à vélo. Fait qu'il y a quelque chose de toute cette facilité-là, puis cette aise-là à développer par rapport au fait d'avoir un vélo et de l'utiliser. Puis ça, c'est toute une continuité, un écosystème d'acteurs qui, en plus du travail super important de la ville, par exemple, pour faire le réseau cyclable, bien, tout l'écosystème, par exemple, de vous, Action Vélo Outaouais, ici en région Mobio, Vélo Service, etc. Je sais en plus qu'il y a des filles en ce moment qui réfléchissent justement à d'autres modèles, là, comme par exemple à une coop, pour venir aider les gens à prendre un peu cette autonomie-là à vélo. Ça, pour moi, ça fait aussi partie, puis une grande partie là, de développer une culture du vélo. Fait que oui, infrastructure, mais tout ce qui vient autour dans la création du réflexe d'être à l'aise et de se sentir en sécurité de prendre son vélo. Marie-Soleil, je ne sais pas si tu peux ou si tu veux compléter. Oui, bien, Catherine, je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment, là, mais je rajouterais même une réflexion en amont qui me permet d'être quand même relativement positive. Je dis bien relativement là, sur la suite des choses parce que, ultimement, là, pour avoir une culture du vélo ou même du transport actif en général, il faut repenser la façon dont on voit la mobilité. Fait que c'est pour ça que je dis je la mets même en amont de ça. Puis en Amérique du Nord, on déplace pas des personnes
encore. On déplace des voitures la plupart du temps, puis des fois, on déplace des autobus, là, tu sais. Fait que c'est comme les deux affaires on fait en amont dans la planif. Mais bien honnêtement, moi, je suis pas une fille de mobilité, là, mais dans le sens que on gravite autour de ces façons de faire-là et de déplacer des personnes, c'est beaucoup plus prometteur pour multiplier les moyens de transport que ces personnes-là peuvent prendre. Et je pense que le virage est en train de se faire. Il va falloir il faut qu'il se fasse à l'échelle du Canada, du Québec, puis des villes. Puis là, bien sincèrement, puis vous le savez, autant en Outaouais qu'à Laval, à Montréal, à Québec, on a des nouveaux plans directeurs. On a des plans de mobilité durable, peu importe comment on les appelle, là, mobilité durable, mobilité, je me souviens plus l'autre terme là, que j'ai vu dernièrement, un plan de déplacement actif et collectif. Tu sais, il y a toutes sortes de noms, mais vraiment le réel changement de paradigme, pour prendre un mot très universitaire, là, le réel changement de cadre ici, c'est qu'on déplace des personnes, on déplace plus des voitures. Puis ces personnes-là, ben, s'ils sont en vélo, ben, ils prennent moins de place dans la ville. Puis si on leur donne des aménagements qui sont sécuritaires, ben, ils les utilisent all of a sudden, tu sais. Donc, en effet, oui, il y a quelqu'un qui disait, ben oui, transport doux, on utilise plus ça en Europe. Puis c'est intéressant d'ailleurs, cette histoire de doux et actif-là, juste 2 secondes là-dessus, parce que quand on parle de mobilité douce, c'est souvent qu'elle est douce pour le climat, tandis qu'ici, on parle de mobilité active parce que le discours qui vient avec les transports marche et vélo, entre autres, en Amérique du Nord, puis vraiment États-Unis, Canada, c'est le discours pour lutter à l'obésité. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve cette histoire de mode doux, mais doux pour qui, finalement? Parce que c'est rough pas mal être cycliste dans une ville présentement, là. Fait que c'est pas très doux, mais c'est doux pour l'environnement, mais nous, on trouve que c'est actif pour l'être humain. Donc, bref, en plus de ce que Catherine disait tout à l'heure, parce que je pense que c'est quelque chose de relativement longue haleine, mais qui n'est pas impossible non plus, là. Puis justement, le cas des Néerlandais est intéressant pour ça, parce qu'on pense toujours qu'ils sont nés de même, pouf, sont nés puis ils aimaient le bicycle, là, mais c'est pas ça pantoute, là, tu sais, ça a été un réel changement mais parce que tout le monde, comme tu disais tantôt, Catherine, le système d'acteurs a tout poussé dans le même sens, là. Fait que là, on n'est pas tout à fait là. Mais ce shift-là dans la mobilité des personnes, où on a tout un cocktail transport, là, il est là. Il est encore un peu timide, selon moi. C'est sûr que je dirais que ça aille plus vite tout le temps, mais il est là. Fait que je pense qu'une fois que ça, c'est bien établi, ça va aller pas mal mieux, selon moi, dans tout le reste. Peut-être je vais juste sauter là-dedans. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop miser sur l'idée de la culture du vélo. Je crois que c'est important, mais ça implique aussi une certaine fatalité, dans le sens où s'il y a une culture du vélo, c'est naturel que les Pays-Bas évoluent dans ce sens-là. Ça allait se faire de toute façon. Et si on n'a pas une culture du vélo, c'est parce que ça se fera jamais. Et premièrement, je pense pas que c'est super positif. Ça implique des choses qui ne sont pas positives, mais je pense aussi qu'on donne un peu trop de crédit à la culture du cyclisme aux Pays-Bas. Je ne sais pas si... il y avait un quote super intéressant que j'ai vu dans une vidéo il y a longtemps, de dire qu'il n'y a pas une culture du vélo aux Pays-Bas, de la même façon qu'on n'a pas une culture des sécheuses en Amérique du Nord juste parce que tout le monde en a une. C'est juste quelque chose qu'on a aménagé pour ce mode de transport-là. Et c'était pas facile. Et ça aurait pu bien évoluer dans d'autres sens. Dans les années 70-80, les différents plans de circulation qui ont été introduits dans les villes néerlandaises, c'était controversé. C'était pas facile. Il y a eu des menaces de mort. C'est même plus rock, plus cowboy qu'on voit ici. Et je pense que c'est important de se rappeler que la piste cyclable vers une culture du cyclisme aux Pays-Bas, ça n'a pas toujours été, en pente descendante, c'est pas toujours droit, c'est pas toujours facile. Donc, quand on rencontre des obstacles ici, quand les plans ne se font pas de la façon qu'on aimerait
qu'elles se font quand on arrive avec les demi-mesures. Il faut se rappeler qu'aux Pays-Bas, ça s'est fait de la même façon. Il faut continuer à pousser. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, on part dans le sens où on peut créer une culture comme ça, puis cette culture-là, elle s'est créée par un système de différentes choses qui sont venues créer ce cercle vertueux-là. Puis, effectivement, je pense aussi que les aménagements, c'est un peu la condition sine qua non, hein, parce que si on n'a pas la sécurité, on aura beau pousser, puis faire de la sensibilisation, puis dire que le vélo, c'est bien, on n'y arrivera pas. Mais je pense qu'il faut aussi que ça s'intègre dans une vision, des politiques où on arrive à réduire la place de la voiture ou en tout cas au moins freiner la progression du nombre, de la taille, de la vitesse des voitures. Puis, parce qu'on peut bien avoir des pistes cyclables, mais les intersections sont problématiques. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place un système vraiment complet. Puis, ça va aussi dans la trame urbaine dans laquelle les aménagements s'insèrent. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on arrive? Où est la porte du commerce? Donc, c'est un système complet. Puis, la culture du vélo, on peut la créer nous-mêmes parce que c'est pas quelque chose qui était dans l'ADN des Néerlandais plus que dans le nôtre. Oui, merci Cécile. En effet, c'était pas dans leur ADN plus que nous autres. Fait qu'on pourrait aspirer à se l'approprier un jour. Ce n'est pas déjà fait pour nous. Évidemment, on parle à des convaincus. C'est sûr que ce n'est pas ce soir qu'on va convaincre beaucoup de gens parce qu'on we're preaching to the choir, comme on dit. Fait que je vais tenter de parler un peu, prendre une question de l'auditoire, hein, tout de suite. On va essayer ça. Puis ça vient un peu, je vais prendre celle de Xavier un peu parce que ça rejoint un peu la première. Dans le fond, Xavier dit que dans le documentaire, on parlait beaucoup d'infrastructure, mais un élément qui est élaboré un peu plus tard dans le documentaire, on parle évidemment de société égalitaire. On en a parlé un peu tantôt. Comment est-ce qu'on est plus égaux là-bas, là? Donc, est-ce que, selon lui, est-ce que les facteurs socio-économiques de cette société-là, néerlandaise, sont aussi importants que les infrastructures? Dans le fond, à quel point les facteurs socio-économiques de cette société-là ont un effet et sont importants pour avoir une culture vélo? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Yes, merci. Ben, en fait, je ne peux pas répondre là, pour les Néerlandais là, parce que je ne connais pas leur situation démographique particulière, mais je peux répondre de façon générale pour la pratique là, du transport actif, que ce soit le vélo ou... Puis tantôt, je trouvais ça intéressant justement dans les commentaires, hein, parce qu'on disait que voir des personnes âgées à vélo, voir des enfants, que c'était normal, que ça avait l'air équitable. Puis c'est certain qu'on sait qu'ici, ça ne l'est pas encore tout à fait, mais ça revient un peu à ce que Cécile vient de dire sur le fait que il y a disons, les conditions gagnantes pour prendre une formule consacrée ne sont pas là dans beaucoup de milieux, ne sont pas là dans les quartiers. On sait que, par exemple, les infrastructures cyclables sont, tout comme les apaisements de circulation, par exemple, sont dans les quartiers riches ou puis où sont les artères avec le plus de trafic, sont dans les quartiers pauvres, ne serait-ce que pour prendre cet exemple flagrant. On sait aussi que les jeunes font beaucoup de vélos récréatifs, mais rendus à l'adolescence, ils ne switchent pas en bon français, ils ne se transfèrent pas vers prendre le vélo comme mode de transport, par exemple. Particulièrement chez les filles qui arrêtent tout sport la plupart du temps, de toute façon, là, tu sais. Mais donc, le vélo pourrait rester là comme une façon de se déplacer, d'avoir une certaine liberté, par exemple, mais ça ne l'est pas. Fait que on sait déjà certaines choses comme ça, puis on revient un peu toujours dans le même cercle parce que ultimement, il y a certaines des barrières à la pratique du vélo qui sont réglées par des meilleures infrastructures, finalement. Fait qu'on s'en sort pas, là, tu sais. Puis bon, moi, je prêche pour ma paroisse en parlant de sécurité routière, mais
c'est beaucoup de la sécurité urbaine aussi, notamment par rapport aux filles, là, où on va avoir des peurs qui sont peut-être pas vraies, hein, puis pas du tout baquées, pas du tout en phase avec les statistiques, là, mais une peur irrationnelle d'un parent, là, c'est ça qui va prendre la décision. Là, c'est pas le risque réel que je peux lui envoyer de mes stats. Là, donc, il faut travailler, puis ça, c'est vraiment la partie la plus difficile, assurément. Là, j'ai une belle constatation, je ne suis pas sûre que j'ai une solution. Travailler sur les infrastructures, oui, mais aussi travailler sur les perceptions du vélo, de la sécurité à vélo, de la sécurité urbaine et routière à vélo. C'est comme si peut-être à travers ce que les médias nous rapportent aussi, il y a des classes pour lesquelles, des classes sociales, là, en termes d'éducation, de revenus, de milieu où on habite, chez qui ça résonne potentiellement plus, puis là, on les perd finalement. On n'est vraiment pas là, on n'est pas du tout égalitaire dans la pratique de ces modes de transport-là. Mais bon, après, là, on ne se mettra pas à parler de pauvreté ce soir, là, mais ça fait un tout. Puis évidemment, là, une des façons pour lesquelles on est capable de briser un petit peu ces cercles-là, c'est par les infrastructures dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Pas dans les quartiers où les gens sont les plus... Puis ça, c'est pas les quartiers où les gens sont les plus mobilisés puis politisés, malheureusement. Fait ça, c'est clair que ça joue. Est-ce que c'est pour ça que ça a marché aux Pays-Bas? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'en Amérique du Nord, si on veut que ça fonctionne, il va falloir qu'on sorte de cette façon de faire, là, disons ça comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un voulait enchaîner tout de suite. Je glisserai un petit commentaire, puis je vais laisser la parole après. Mais c'est peut-être un peu dans la veine de ce qu'on disait tantôt quand Marie-Soleil, tu parlais de même revenir un peu en amont. Je ne sais pas si j'oserais dire en amont cette fois-ci, mais au moins en parallèle de toute la question sur les facteurs sociaux, économiques, démographiques, la question de la forme urbaine. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas ça pour dire que c'est impossible ici versus possible en Europe, mais la forme urbaine en Europe est extrêmement différente, notamment dans une ville comme Amsterdam, qui est restée relativement intacte, ou en tout cas, il en parle dans, je ne sais plus si c'est dans la vidéo, mais quand on se met à lire un peu sur Amsterdam, il y a certaines autres villes en Europe qui ont subi une histoire un peu comme en Amérique du Nord, parce qu'ayant été victimes de bombardements, par exemple, certaines villes ont été reconstruites tout à l'auto, comme les villes en Amérique du Nord. Fait que le cas d'Amsterdam permet justement de voir que peut-être que la forme urbaine, c'est un des aléas ou un des éléments de la situation qui donne un plus du côté d'Amsterdam, mais c'est pour cette raison-là aussi que c'est un peu mon biais et mon dada comme urbaniste, mais les projets sur lesquels j'aime beaucoup travailler ces temps-ci parlent de ce qu'on dirait un peu du infill, fait que de remplir la ville sur elle-même, de continuer de construire la ville sur elle-même, parce que c'est important cette notion-là, des distances-là. Puis je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais notamment l'économiste qui parle au début du vidéo, je crois, et qui dit, pour moi, le choix de prendre le vélo, c'est économique. Mon temps vaut mon argent, puis mon trajet en vélo, il est économique, il est de courte durée, il est efficace, mais ce n'est pas une surprise. J'ai choisi l'endroit où je vis en fonction de mes destinations. Pour moi, là, ça, c'était comme une clé de voûte. Dans ma tête, ça faisait allumer plein de lumière. Là, pour moi, c'est un des facteurs qui est tout aussi important là, à avoir en tête là, dans cette réflexion-là. Ouais. Pour sauter là-dessus, Rotterdam, c'est vraiment la ville qu'on devrait regarder. Les villes en Amérique du Nord, c'est certain qu'on a une certaine forme urbaine qui ne rend pas... On est mieux placé au Canada qu'aux États-Unis en termes de forme urbaine. On regarde la grosse banlieue gatinoise, c'est des endroits comme le Plateau. Le plus loin que tu peux t'installer du plateau pour te rendre au commerce, c'est un 3-4 km. Ça se fait bien à vélo. On n'est pas vraiment dans la situation où on a 50 cantelés qui font le pourtour de la ville. Ça, c'est un vrai défi. Mais la ville qu'on ne doit pas vraiment regarder, c'est Rotterdam, parce que c'est une ville qui a été complètement reconstruite à la nord-américaine. C'est une ville avec de grands boulevards, avec les tours d'habitation suivies de banlieues qui s'éternalisent jusqu'à La Haye. Mais c'est une ville qui se fait quand même très bien à vélo.
et il y a des leçons très intéressantes là-dedans qu'on peut en retirer. On peut pas recréer Amsterdam peut-être, mais on peut définitivement être Rotterdam. Un bon plan B. Merci. J'ai des questions au niveau, on parle de conducteurs. Comment sont traités les conducteurs lorsqu'il y a un accident impliquant un vélo aux Pays-Bas? Natacha a dit que c'était un accident. Ariane veut savoir comment convertir les messieurs qui aiment les camions dans la conversation. C'est quoi les méthodes? Moi, je vais faire du pouce sur vos questions. Est-ce que la culture du vélo en Outaouais, en Amérique du Nord, doit se faire automatiquement en opposition avec la culture voiture? Je pense au documentaire Bikes versus Cars. Hein, c'est dans le titre, littéralement. Puis souvent, nous, comme organisation de lobby et tout, on dit pas qu'on n'est pas anti-voiture, mais on est pro-vélo. Mais est-ce qu'on est anti-voiture dans le fond? Fait que dans le fond, ma question s'adresse à est-ce que c'est une dichotomie? Est-ce qu'on gagnerait à les mettre plus en opposition? Ou est-ce qu'on doit chercher à ne pas créer de la chicane, ne pas avoir de confrontation? Ah, elle est dure, cette question-là. Je suis désolé. Peut-être que je vais commencer là-dessus. Si on ne veut pas causer de la chicane, je pense qu'on peut déjà atteindre 80% de ce qu'on veut en disant qu'on n'est pas contre les voitures, on est contre la vitesse. Et je pense que c'est un élément très important. On n'a pas nécessairement besoin de bannir les voitures de toutes les rues pour avoir une ville qui est très cyclable. Mais d'avoir des choses comme des rues à 30 km/h qui ne sont pas un concept qui ne devrait pas être chuchoté en ville. Même si c'est pour les rues locales et les rues commerçantes, même si c'est au centre-ville, dans différents endroits pour essayer de commencer à créer un network où on peut se promener à pied et à vélo de façon sécuritaire et confortable. C'est déjà quelque chose. C'est atteignable. Les rues à 30 km/h, on en a déjà fait. Ça ne demande pas qu'on réinvente la ville complètement. Souvent, ça demande juste qu'on réduise la vitesse d'un petit peu, appuyé avec quelques infrastructures on achète ça pour quelques centaines de dollars. C'est pas c'est pas boire la mer. Mais en même temps, il faut aussi se rappeler que lorsqu'on parle des infrastructures, lorsqu'on parle de l'espace en ville, il y a des choix à faire. Juste de répéter le message, partageons la route, soyons bons co-utilisateurs de la route, ça néglige un petit peu le fait qu'on a réellement des choix à faire en termes de comment on va utiliser cet espace-là. Et il faut revendiquer un certain minimum de sécurité. Et parfois, ça veut dire enlever de l'espace aux voitures. Ça veut dire enlever une voie. Ça veut dire enlever la possibilité d'utiliser une certaine rue comme rue de passage. Et c'est correct. On ne devrait pas chercher la bataille, mais on ne devrait pas non plus oublier que lorsqu'on a des choix à faire, ça implique nécessairement qu'on choisisse quelque chose et qu'on ne choisisse pas quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre qui a une opinion Oui, sur le bike versus cars? Je veux bien intervenir. Le premier commentaire qu'on voit souvent là, sur les réseaux sociaux quand on parle de pistes cyclables, c'est « tout le monde ne peut pas faire du vélo ». Mais tout le monde ne peut pas conduire une voiture et pourtant, pour beaucoup de gens, c'est le seul choix possible. Donc, on associe la voiture à la liberté, mais si on a juste le choix de prendre la voiture, mais c'est plus un choix, c'est une dépendance. Donc, c'est donner des options, puis ceux qui veulent continuer à choisir la voiture vont continuer à choisir la voiture et ils vont mieux s'emporter par le fait que d'autres qui veulent vont avoir d'autres choix, puis vont pouvoir utiliser la marche, le vélo, le transport en commun.
Puis, dans le fond, c'est dans l'intérêt de tous. On voit, les études démontrent année après année que le pays où les automobilistes sont le plus heureux, c'est les Pays-Bas, justement parce que le fait que beaucoup de gens choisissent le vélo ou la marche, ça permet de libérer les routes. Ça permet aussi de libérer de l'argent public pour entretenir les routes. Un système qui est basé entièrement sur la voiture, c'est un système qui ne bénéficie à personne. En termes de financement aussi d'argent public, les coûts pour le budget des villes, les coûts de santé, les coûts environnementaux sont énormes. Catherine, tu voulais parler? Oui, mais j'ai rien de plus intelligent à rajouter. Je te laisse continuer, Daniel, si tu voulais qu'on poursuive. C'est correct, parce que je veux quand même pas que ça devienne une diatribe contre les automobilistes. T'sais, on sait que c'est un défi, là, mais il faut poser la question là, une fois de temps en temps pour s'en rappeler. J'aimerais qu'on parle, on a parlé un peu là, suite à ça, il y a eu des commentaires aussi. Une question de comment est-ce qu'on perçoit l'autre, donc d'une perspective un peu plus sociale. Comment faire pour que les automobilistes voient les cyclistes comme des personnes et comment faire pour que les cyclistes reconnaissent la personne qui conduit et son stress. Comment faire pour que tout le monde reconnaisse qu'un enfant à vélo va commettre des erreurs. Ils doivent en tenir compte dans sa conduite. Donc, c'est une question, moi je pense, c'est une question d'inclusivité. Donc, comment est-ce qu'on ferait, nous autres, pour avoir une culture qui va faire en sorte que ça soit plus inclusif pour que le développement utilitaire. Donc, on l'a un peu ici, le All Ages and Ability, on peut en parler. Comment faire pour que de ton enfant de 2 ans en Strider jusqu'à ta personne âgée, la petite madame, là, les 2 petites madames qui jasaient, là, qui étaient bien cute dans le documentaire, comment faire pour que ces personnes-là se reconnaissent en ville et que les gens les reconnaissent? Marie-Soleil. Bien, en fait, je voudrais, je ne sais pas si je vais complètement répondre à ta question, mais ça m'a flashé quelque chose parce qu'on a déjà parlé. En fait, j'aurais 2 points. Je pense que cette idée de passer par les enfants est importante. Tu sais, des enquêtes qu'on a faites auprès des enfants au milieu primaire, là, puis pas juste dans mon labo, on demande aux enfants, en fait, comment vous voulez aller à l'école, par exemple, puis on demande après ça à leurs parents, comment vous voudriez que les enfants se rendent à l'école. Puis j'ai souvent une caricature quand je présente ça dans mes présentations où c'est un parent dans un tank et son enfant qui l'amène jusque dans la salle de classe, comme, pour dire que lui, ce qu'il voudrait, là, c'est qu'il soit dans sa voiture, hyper sécurisé, presque jusqu'à son bureau, à son pupitre. Mais quand on demande aux enfants, la première réponse qu'ils nous donnent, c'est qu'ils veulent y aller en vélo à l'école. Mais la proportion d'enfants qui vont en vélo à l'école, elle n'est pas encore très élevée. Hein? Donc, il y a vraiment un clash entre les deux. Puis, on parle souvent de l'exemple du recyclage, là, finalement, le recyclage est rentré dans nos maisons au Québec dans les années 90 par le primaire, les enfants du primaire qui ont ramené la boîte bleue puis qui ont expliqué à leurs parents comment ça fonctionnait. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on va avoir un certain gain si on passe par les enfants. Tu sais? Bon, je suis pas sûre de comment on va le faire parce que rentrer ça dans le cursus pas universitaire, rentrer ça dans le cursus primaire, c'est pas évident. Mais on a des initiatives comme Vélo Québec qui a un petit certificat diplôme, là, je ne sais plus comment ils l'appellent, d'apprenti cycliste sur une base volontaire avec les profs d'éduc, etc. Mais quand même, il y a quelque chose là, en tout cas, que je pense qui va nous aider à changer cette culture du vélo-là pour voir le vélo comme quelque chose d'accessible puis d'utilisable au quotidien. Mais à l'autre aspect complètement, ou presque, je pense qu'il va falloir aussi aller à l'université, dans les écoles d'ingénierie. Parce que j'en rencontre plein d'ingénieurs extraordinaires là, dans ma vie de fille de sécurité routière, mais j'en rencontre beaucoup aussi qui vivent dans les années 60 là, présentement. À leur défense, les normes sur lesquelles leur travail s'appuie n'évoluent pas
rapidement. Hein? C'est un gros paquebot, les normes en ingénierie de la route. Mais bien souvent, moi, par exemple, je suis sur un comité de la QTR, là, l'Association québécoise du transport, qui est une association vraiment de bénévoles, parce qu'on est tous là, en guillemets, bénévolement, on est là sur nos heures de travail, c'est des ingénieurs de toutes sortes de villes. Moi, je suis dans un comité de sécurité routière et parfois, c'est dans cette gang-là qu'on propose des changements aux normes au ministère parce que, par exemple, un ingénieur dans une ville veut faire une piste cyclable sur une artère puis se rend compte qu'il n'y a pas de plan dans les normes qu'il peut suivre. Fait que là, il invente le plan, puis là, il fait, j'aimerais ça être pas tout seul à l'utiliser, on va essayer de le faire rentrer dans les normes. Mais là, vous me voyez venir, un plan à la fois, ça va être long. Mais c'est pas grave, chaque petite victoire devrait être célébrée. Mais je crois sincèrement, c'est sûr qu'en sécurité routière, il n'y a presque pas de cours, là, puis nous, on pousse fort là-dessus sur le fait qu'il faut avoir un minimum de notions qui va au-delà, par exemple, de la vitesse. Benjamin tout à l'heure parlait de la vitesse. On utilise encore le 85e percentile pour dire que c'est correct la vitesse. C'est-à-dire quand on a 15 de gens qui vont au-delà de la vitesse prescrite, on trouve ça encore correct. Ça ne marche pas, là, on est bien d'accord. Donc, parler aux enfants, mais parler à nos futurs ingénieurs, je pense que c'est deux choses qui sont déjà en route, là, mais qui vont passer par d'autres types d'acteurs de toute façon, on est bien d'accord. On revient à ce qu'on disait au début, là, par des gens comme vous là, qui vont peut-être finir par avoir une plug à l'université et dire hey, moi, j'irais faire une présentation dans ton cours, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je pense que les gens ne demandent que ça d'apprendre, particulièrement quand tu étais encore à l'école d'habitude. Là, mais ça va prendre des changements là pour que ça se reflète après ça quand les ingénieurs vont aller travailler dans toutes sortes de firmes ou de villes, par exemple. Fait que là, je pense que je suis complètement champ gauche de ta question d'origine par ailleurs, là. Mais c'était 2 points que ça m'a pas si grave. C'est important de ressortir. C'est important de penser aux ingénieurs qui construisent nos villes parce que nous, on a eu des incidents où on voulait faire un détour sur un boulevard parce qu'il y avait une inondation et la chargée de projet du MTQ était bien d'accord de faire un détour sur le boulevard pour nous, mais il n'y avait pas de pancarte qui existait pour dire aux cyclistes d'aller là et son gestionnaire il a dit non, on ne veut pas que les cyclistes aillent là pour pas qu'ils soient en danger. Donc, c'est un excellent exemple parce que bien souvent, derrière les noms, ça sera pas sécuritaire. Fait que fair enough, hein? On veut pas que personne se fasse frapper. Mais si c'est pas sécuritaire parce que ça n'existe pas dans tes normes ou parce que ton panneau n'existe pas, c'est pas une bonne raison de ne pas être sécuritaire. Là. Il me semble qu'on devrait plutôt prendre le problème à l'inverse. Puis les rues partagées ou les villes aux rues, là, ça a pris 10 ans avant que ça soit dans le code de la sécurité routière. Là. Ça l'est depuis 2 ans maintenant. Mais entre autres, à cause d'une chicane de pancarte comme ça, là, quel panneau on va prendre, celui de l'Europe, quel pays d'Europe, puis je dis 10 ans, puis j'exagère presque pas, là, je pense, tu sais. Donc, c'est une bataille à la fois, comme je disais tantôt. Tout à fait. On en a souvent, comme dans les constructions, Cyclists may take the road qui existe à Ottawa, mais pas au Québec. C'est des choses, une bataille à la fois, comme tu dis, ça devient lourd sur nous autres. Je vais aller chercher une autre question. Au niveau de la culture, il y a des gens qui se demandent comment... Est-ce qu'on voulait continuer vous voulez continuer? Excuse-moi. Oui, Benjamin, Catherine. En fait, je leur donne la parole parce que j'ai levé la main. Je vois même plus les mains levées. Là, j'ai trop d'écran. Alors, c'est correct. Je vais rajouter ce que tu disais, Marie-Soleil, en termes de l'éducation des ingénieurs. Et je vais rajouter quelque chose d'assez encourageant. Il y a bon nombre d'urbanistes et d'urbanistes adjacents sur le panel et je suis certain dans les participants aussi. Laissons pas tout ça aux ingénieurs. Trop souvent, j'ai l'impression de voir, en termes de profession, les urbanistes, on a une trop grande foi dans ce que nous disent les ingénieurs. Et on a plus de marge de manœuvre qu'on pense pour changer la direction. Souvent, on s'occupe de faire l'interprétation de différentes politiques ou même d'écrire des politiques
et on s'arrête à toute question de design de la rue ou de sécurité routière parce qu'on a l'impression que on joue dans la plate-bande des autres, c'est pas de nos affaires, mais c'est de nos affaires. Et ça revient aussi un petit peu à nous de prendre plus de place dans cette discussion-là. Dans Why We Cycle, il y avait une partie, puis je ne me rappelle plus exactement du quote, mais de si on pense à tout en termes de fluidité, c'est une question d'ingénierie. Mais on peut aussi penser aux rues en termes d'espace public et quelle utilisation on veut en faire. Et ça, c'est une notion d'urbanisme qui est super importante. Donc, urbaniste sur le panel et ailleurs, on a plus de pouvoir qu'on pense. Prenons des chances, faisons des choses qui ne sont pas faites avant. Qui sait, peut-être ça peut marcher. Fait que faisons des super îles. Faisons de super îles. Essayons n'importe quoi. Il y a... c'est rendu que je commence à me faire un nom à la ville d'Ottawa comme Monsieur 30. À chaque fois qu'il y a une discussion sur n'importe quoi, on peut être en train de parler de ce qu'on va faire en fin de semaine et je vais trouver moyen de détourner la discussion pour essayer de revendiquer des politiques qui parlent des rues à 30 km/h. C'est pratique dans toute occasion, avec la famille, avec les amis, peu importe. Mais c'est des discussions qu'on n'a pas assez souvent en tant qu'urbaniste, de parler de la vitesse maximale dans un quartier. On a l'impression que ça ne nous revient pas. Mais souvent, les structures légales, les structures administratives font en sorte qu'on peut prendre notre place dans ces discussions-là. Donc, ayons de meilleurs ingénieurs, mais ayons des urbanistes un petit peu plus têtus. Et le peuple aussi, vous savez, les pancartes 40 km/h jaunes qu'on a un peu partout en ville. Donc, sur la rue Wright, il y a des résidents qui ont mis un 2 au lieu du 4 par-dessus. Et c'est maintenant 20 km/h et aucun ingénieur a mis son sceau de sa bague dessus. Mais ça fonctionne. Donc, donc, il y a différents paliers. Oui, en effet. C'est pas juste les ingénieurs qui décident, c'est tout le monde. Si un ingénieur dit non, c'est pas forcément parce que c'est non. Parfait. Je voulais renchérir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on vit assez souvent, là, assez pour, là, je pense pas que je vais vendre des punchs, mais dans les discussions qu'on a avec nos autres professionnels, il y avait des questions justement de se poser, est-ce qu'on veut plus de cours avec l'ouverture vers d'autres ordres professionnels, plus de discussions interprofessions. Puis moi, je suis une extrêmement grande fan de ce genre de sortir des silos. Deux petits trucs, parce que là, ça me faisait penser quand même, juste pour de l'info, des fois se demander qu'est-ce que je peux aller lire d'autre. Ça ne ressemble pas tout à fait là, à la politique de rue conviviale de la ville de Gatineau, mais Vivre en ville a sorti cet été de l'information puis de la réflexion sur les rues apaisées. Fait que, de se poser un peu la question aussi pour changer les rues qu'on a déjà, comment on peut les transformer, qu'est-ce qu'on peut faire comme individu dans notre milieu. Un peu d'infos de ce côté-là. Tantôt, on parlait des enfants. Puis je connaissais très bien Accès Transport Viable à Québec, Mobio ici, qui fait un peu ce genre le même travail avec les enfants, qui donne un coup de main à Vélo Québec, à aider de vélo-service, etc., qui vont dans les écoles, qui travaillent avec les écoles pour les plans de déplacement scolaire, qui réfléchissent à comment les abords des écoles peuvent redevenir des endroits qui ne sont pas juste des cours de stationnement de voitures aux heures de pointe, mais bien un endroit où on se rend avec notre enfant puis on profite de ce moment-là pour le laisser là, à l'école, que ce soit en vélo, à pied ou autrement. Puis un tout petit truc, là, je vous le mets dans les commentaires. Je ne mets pas de lien URL, mais je fais juste mettre le mot Mama Agatha. Si vous rajoutez le .com, ça, c'est une femme à Amsterdam qu'on avait rencontrée dans le cadre du séminaire. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donne des cours aux femmes immigrantes pour qu'elles apprennent à faire du vélo à Amsterdam. Ce genre d'initiative-là, il y en a ici, il y en a ailleurs. Le vidéo est en ligne aussi. Puis je trouvais que pour des gens qui sont peut-être restés sur leur faim de Why We Cycle, d'une chose à une autre, leur sauter sur une autre vidéo, je voulais juste vous le laisser pour ceux qui la connaîtraient pas déjà. Je voulais aussi partir sur cette question-là. Dans ta question, Daniel, au départ, on parlait
de culture inclusive. Là. Puis je voyais dans les commentaires, on parlait beaucoup des vélos de route qu'on ne voyait pas aux Pays-Bas. Puis c'est sûr que nous, on est vraiment dans le bas de la courbe, là, donc dans la typologie des cyclistes là, qui avaient été faites à Portland. On est vraiment dans les strong and fearless, les athlétiques et sans crainte, je pense que ça avait été traduit dans le plan directeur. Donc, on voit vraiment beaucoup de sportifs hein, qui vont au travail en vélo de route. Puis, c'est pas une image auquel les gens peuvent s'identifier nécessairement. Puis, on manque de vélos de ville dans les magasins de vélos aussi. Je trouve qu'on va beaucoup nous amener vers des vélos de route. Puis, j'ai rien contre le vélo de route. J'en ai fait quelques années. Je me suis plongée là-dedans. Puis, j'aime ça. C'est le fun d'aller à 30 km/h sur un vélo de route. Mais en même temps, ça incite peu à faire d'autres déplacements qu'aller au travail. On a l'impression qu'avec la COVID, on a comme perdu nos cyclistes parce qu'ils sont plus là où ils vont faire du vélo récréatif, mais dans les déplacements du quotidien, c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment beaucoup à Gatineau. Puis à Winnipeg, il y a un groupe de gens là, qui a fait un projet qui s'appelle The Plain Bicycle Project. Puis ils sont allés chercher des vélos d'occasion aux Pays-Bas. Ils les ont entassés dans des containers, puis les ont importés à Winnipeg. Puis l'idée, c'était vraiment d'amener ce type de vélo-là, le vélo néerlandais, comme on le voit partout dans le documentaire, qui est utilisé par les jeunes comme les vieux. Un vélo du quotidien qui est vraiment pratique, qui est tout équipé, qui arrive avec des racks, des paniers, des lumières, de l'antivol qu'on voit au cadre, là, qui est super pratique. Donc, eux, à Winnipeg, ils se sont dit, en amenant ces vélos-là par centaines, on va montrer ce que ça peut être. Puis, je pense qu'on a besoin de ça, de voir différents types de vélos. Puis, les vélos électriques peuvent amener aussi quelque chose là-dedans. Dans les designs des vélos électriques, il y en a vraiment de toutes sortes. Des vélos qui sont ah wow des vélos qui sont faits pour transporter les enfants et des dizaines de vélos qui sont des step-through qu'on peut enfourcher vraiment facilement. Puis je trouve qu'à Gatineau, on n'a pas nécessairement une culture qui est très inclusive sur les pistes cyclables. Ça m'est arrivé d'avoir couple d'interaction avec d'autres cyclistes qui n'étaient pas super le fun. Donc, c'est à nous aussi d'être accueillants comme cyclistes, d'accueillir les nouveaux cyclistes parce que oui, on veut des nouveaux cyclistes qui ne savent pas à quelle hauteur ils devraient mettre leur selle, puis c'est bien correct. Puis, j'aimais vraiment cette idée dans le documentaire que les gens peuvent avoir un vélo tout rouillé ou une béquille qui traîne, puis personne ne va leur dire quoi que ce soit parce que c'est correct. On veut juste aller du point A au point B, puis on s'en fiche un peu du vélo. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est entre nos mains comme cyclistes. Ouais, merci. Tout à fait. On va changer de registre. Là, il reste quand même juste 15 minutes. Fait que j'ai comme 2 questions. Oh, je vais juste m'assurer que je ne manque rien dans les commentaires, que personne n'a levé la main. Good. OK. Tout d'abord, j'ai quelques questions qui seraient comme posées comme à la ville de Gatineau, mettons, là, au niveau de l'infrastructure, des niveaux de développement domiciliaire, les supports, les choses comme ça. Sachez que je vous ai lu, les personnes qui ont posé des questions, mais cette fois-ci, il n'y a pas personne dans le panel qui représente la ville de Gatineau. Je sais qu'on a des gens de la ville de Gatineau qui sont spectateurs. Et on ne va pas leur demander de commencer à leur expliquer ce que la ville fait. On l'entend quand même assez souvent dans nos activités. Alors, on va envoyer vos courriers, François est d'accord, vos questions à eux et ils répondront en temps et en lieu de leur côté. Nous, on veut parler vraiment plus de culture aujourd'hui. Question infrastructure. Thierry nous parlait tantôt qu'il lisait Foglia dans le temps qu'il écrivait.
Il disait que lui, Foglia disait, les cyclistes, ça va dans la rue, comme en Europe. Tu sais, tout le monde, on partage beaucoup. On a vu plusieurs infrastructures séparées dans le documentaire. Tu sais, les autoroutes à vélo, la place, puis tout. Donc, où est-ce que, est-ce que le fait de mettre les cyclistes seulement sur des infrastructures séparées, ça ferait en sorte que les automobilistes tolèrent plus les cyclistes qu'on voit? Souvent, c'est ça, là. Va sur la piste cyclable parce que t'es là. Chacun sa place. Donc, ma question, c'est à quel point nos infrastructures doivent être un mélange de tout ça? Évidemment, ça va être ça la réponse, mais ou est-ce qu'on devrait tendre plus vers une cohabitation de tous les modes de transport dans les milieux urbains ou tout le monde à sa place puis essayer de gérer tout le monde du mieux qu'on peut? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Soleil? L'expérience avec les piétons qui traversent n'importe où. Ouais, en fait, je suis contente que tu poses cette question-là. Je vais essayer de faire ça bref là, parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce que je me suis beaucoup intéressée aux interactions piétons-cyclistes parce que dans 3 projets de recherche qui n'avaient pas rapport l'un avec l'autre là, sur les piétons, on a fait beaucoup de groupes de discussion puis d'entretien avec des piétons. On faisait des marches exploratoires. Et puis, vraiment, les cyclistes se faisaient malmener dans le discours des piétons. Fait que là, en bonne chercheur, en fait, ça m'a donné l'idée d'un autre projet de recherche. J'étais comme, OK, tout le monde est bien choqué après les cyclistes. Peut-être que c'est vrai, dans le fond. Peut-être qu'ils n'ont pas d'allure. Fait que on est allé observer. On a fait des observations non participantes à des coins de rue où il n'y avait que des stops. Un 2 stops ou un 4 stops. Donc, où les gens n'ont pas trop le choix de se mélanger. Bien, de se mélanger, tout le monde est supposé respecter là, le plus vulnérable, etc. Mais c'est pas comme un feu de circulation où, en fait, là, on régule beaucoup mieux les flux, disons, en tout cas, quand tout le monde respecte sa lumière, son feu. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, puis on a fait, en fait, ces observations-là d'interaction, là, on a regardé des piétons avec des cyclistes, on a regardé des piétons avec des véhicules, puis on n'a pas vraiment regardé piétons, là, mais toutes sortes de véhicules aussi, là, des gros camions, des petites voitures, etc. Puis on s'est rendu compte, en fait, que c'était pas pire, les interactions entre les piétons et les cyclistes que les interactions entre les piétons et les conducteurs. Puis dans ma tête à moi, c'est bien pire si tu te fais frapper par une voiture que par un cycliste même. Là. Fait que, tu sais, mettons, dans mon échelle de risque, là, donc cette perception-là est assez intense chez les piétons. Et fait que je l'explique de 2 façons. Là. Je l'explique parce qu'on n'est pas habitué de partager l'espace. Particulièrement en Amérique du Nord. Puis il y avait des gens qui disaient tout à l'heure au début, une espèce de balai, des vélos, des cyclistes, des voitures là-dedans. J'aimais bien aussi là, l'idée que les conducteurs traversent les espaces pour piétons et cyclistes. Ici, c'est l'inverse. Mais ici, on n'est pas habitué de partager tant que ça. On le fait au stop, comme je disais. Et puis, c'est sûr qu'un cycliste va quand même... Par contre, il y a quand même quelque chose qu'on a vu, c'est que les cyclistes sont habituellement un petit peu plus proches des piétons. Entre autres, parce qu'ils sont obligés d'être sur le bord, parce qu'il y a des voitures aussi qui passent dans la rue, tu sais, fait qu'ils ne peuvent pas être bien loin du piéton, tandis que parfois, la voiture est un petit peu plus loin, ou du moins, le conducteur, physiquement, il est plus loin parce qu'il est assis dans le siège du conducteur. Le cycliste est assis direct sur son vélo. Donc, je pense qu'on n'est pas habitué. J'espère qu'on va continuer de s'habituer. Ça va être en ayant plus de cyclistes, plus d'infrastructures. Puis après, ben, il y a quand même aussi, puis c'était Suzanne Larreau qui le disait cet été, il y a quand même aussi le cycliste extrême qui va te frôler versus les 15 autres cyclistes que tu ne verras pas, dans le fond, parce qu'ils ont respecté ta priorité en tant que piéton. Mais lequel tu vas te souvenir, c'est celui qui t'a frôlé, puis c'est ça qui va créer ta perception. Fait que c'est sûr que moi, je suis pour un renforcement des sanctions sur les vrais délinquants, mais bon, ça, c'est une autre histoire avec la police. Là. Mais une chose est certaine, c'est que les cohabitations ne se font pas si mal que ça dans la réalité, dans ce que nous, on a trouvé comme sur le terrain, versus les perceptions des gens. Comme je disais tantôt, il faut travailler ces deux pour que ça se mette que ça fonctionne bien, mais je ne pense pas que de séparer tous les usagers dans le temps ou dans l'espace. Mettons, il y en a qui veulent mettre des tunnels ou des passerelles. Bon, je pense que quand tu as des gros boulevards, parfois, c'est ça la meilleure solution, mais c'est de la pénibilité pour les piétons. Monter des marches, descendre des marches, descendre dans un tunnel, etc. Fait, l'idéal, c'est de rester tout le monde là et d'être capable d'interagir. Mais c'est comme si, honnêtement, là, il y a peut-être une question un peu de culture aussi. On n'est pas si habitué que ça. Pourtant, quand on le regarde, ça se passe pas trop mal. En tout cas, ce que nous, on trouve. Merci. Benjamin? Donc, je tombe un petit peu dans la même veine, dans le sens où si on a l'intention de faire un espace qui est partagé, de façon générale, ça se fait bien.
Et ça se généralise sur, je dirais, la majorité de nos rues. Les rues locales, les rues commerçantes, c'est des endroits où on peut mélanger les gens à basse vitesse, et c'est ça l'important. Et vous voyez, je reviens aux limites à 30. C'est à tout usage. Mais il faut... un élément que j'aimerais apporter à cette question-là, c'est que partager la route, c'est pas aussi important que de prioriser. Partager, c'est bien facile, mais si on fait pas, si on priorise pas et si on rend pas clair qui a la priorité sur un certain tronçon, sur une certaine rue, si on ne s'assume pas dans ces infrastructures et dans le design, là, on rentre en situation de conflit. L'exemple qu'on vit tous à vélo, c'est les MUPs, les Multi-Use Paths, toutes les pistes cyclables de la CCN et plusieurs de la ville aussi, où c'est fait et c'est vraiment pas clair si on priorise les piétons ou les cyclistes. Et à quel endroit? Il y a des endroits où il n'y a pas de piétons et à vélo, les gens roulent vite. Et la même infrastructure, la même largeur, le même aspect, le même design existe également à côté de, disons, Parc des Cèdres à Elmeur, où il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de piétons, il y a des gens qui traversent. Donc, on partage cet espace-là, mais on n'a vraiment pas priorisé. On ne s'est pas posé la question de qui est-ce qui devrait avoir la priorité. Donc, je pense que c'est important à faire valoir plus côté design. Si on veut avoir une rue où on priorise le mouvement des cyclistes, et même le mouvement des cyclistes par-dessus ceux des piétons, ça se fait dans différents endroits. Rendons ça clair avec les infrastructures. Si on veut avoir un espace où c'est clair que le piéton, c'est le mode priorisé, disons, des rues comme la rue principale à Elmer. Rendons ça clair avec les infrastructures. Donc, je pense pas que c'est vrai qu'on devrait se partager chaque rue. C'est pas non plus vrai qu'on peut tout séparer. Il faut juste avoir cette conscience-là qu'on ne partage pas l'espace, on priorise. Oui, excellent. Ouais. On priorise. On ne partage pas, on priorise. Comme ça, moi. Cécile, peux-tu rajouter d'autres choses? Il me reste une dernière question. La dernière question. Ça va? Cool. Fait que c'est une question en 2 temps parce qu'il nous reste seulement 6 minutes, chers spectateurs et conférenciers. Fait que j'ai gardé la plus intense pour la fin. Puis Pierre-Adam, ça vient chercher un peu ce que tu dis. Évidemment, la situation actuelle là, de la COVID-19, ça a bouleversé les habitudes de déplacement partout dans le monde. Il y a plusieurs villes qui ont créé des aménagements temporaires. Il y a eu des histoires de superbes succès. À Paris, il y a plein de monde, c'est rendu fou, c'est la folie. À Gatineau, on a eu une belle tentative avec mention honorable à ceux qui y ont participé. Mais on s'est buté à beaucoup de résistance tout de même. Comment est-ce qu'on entrevoit ça, la crise actuelle, et comment ça pourrait encourager la pratique du vélo ou augmenter le recours à la voiture? Et Johanna, je reviens à ta question. C'est quoi la prochaine chose qu'on doit faire à Gatineau pour promouvoir la culture cycliste? Ça vient un peu ensemble là, à cause de la situation actuelle. Donc, voilà. J'espère que c'était clair comme question. Là, mais... Mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir dire c'est quoi la prochaine chose à faire. À part, il y a encore un petit peu de lumière, vous pouvez peut-être sauter sur votre vélo. Mais blague à part, il y a des choses que nous, on trouvait importantes de dire au début quand les gens nous ont appelés beaucoup pour qu'on les aide à créer des infrastructures pour la COVID. Puis on leur disait, oui, on peut aider pour certaines choses parce qu'en effet, c'est important que les gens sortent, mais tenez-vous-le pour dit. Nous, on disait que c'était important avant, puis on va dire que c'est important après la pandémie.
le fait d'avoir une place pour sortir faire du vélo ou de marcher en sécurité, c'est pas la pandémie qui fait que c'est important. Si on avait déjà eu des infrastructures capables de soutenir ça, on aurait pu continuer de profiter de nos lieux publics et de nos espaces. Il y avait cette notion-là qui a peut-être l'air un peu intense, mais de dire ça continue d'être important, pandémie ou pas. Puis oui, là, il y a des mesures particulières à prendre, mais c'est pas passager ce besoin-là qu'on a d'utiliser tous les usagers, les espaces publics qu'on a. Fait que voilà, c'était comme un petit clin d'œil, mais c'était en voulant dire, c'est comme un truc qui est, oui, lié à la pandémie, mais qui reste un défi de tous les jours pour réinventer nos espaces, puis continuer d'augmenter le nombre, puis de justement réduire ce déséquilibre-là de la place qui est donnée pour ne pas le dire l'auto, puis de donner la place aux autres usagers aussi là, pour qu'ils puissent profiter en plus grand nombre de leurs infrastructures. Quelqu'un d'autre, c'est de voir un peu vos dernières interventions, mes conférenciers, parce qu'après ça, ça va être mon petit mot de la fin. Fait que je vous invite à soit faire du pouce là-dessus ou partager l'item qui vous tenait à cœur là, en fin de conférence. Marie-Soleil, j'ai vu ton doigt. En fait, moi, je pense que justement, là, tous les essais qu'on a faits là, dans les derniers mois dans plein de villes, ça nous donne plein d'exemples à suivre ou ne pas suivre. Puis la chose que j'ai dit à tout le monde qui m'appelait, comme Catherine vient de dire, c'est que je leur ai dit de collecter des données. Mettez des compteurs, faites des observations, collectez des données, s'il vous plaît, parce qu'on est comme dans un immense laboratoire mondial présentement. Vraiment, vraiment pas le fun pour plein de choses, mais en transport actif, là, c'était presque le fun. Tout le monde prenait une marche à tous les jours. Moi, je suis débordée de nouveaux projets, mais je pense que la chose positive qu'on va pouvoir en sortir, c'est des exemples, des photos, pour ceux qui ont eu des données, justement, parce qu'on a toujours juste des exemples d'Europe en plus, là, par exemple, là, pour dire, ouais, on pourrait faire ça ici. Ah non, c'est juste en Europe. Ah non, ils n'ont pas d'hiver. Ah non, on les connaît, là, les exemples de noms. Donc, juste pour ça, je pense que ça va être positif. Il y en a qui n'ont pas marché, mais apprenons des erreurs qui ont été faites. Puis ceux qui ont marché, bien, comment on peut pas nécessairement les reproduire à 100%, mais les adapter dans des nouvelles villes. Je pense que déjà, ça va être pas pire. Merci. Benjamin? Bien rapidement, s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est un petit peu comme Marie-Soleil et Catherine ont dit, c'est important et c'est pas juste important à cause de la pandémie. Avoir des rues où on peut circuler deux personnes, des trottoirs où on peut faire circuler deux personnes sans qu'on ait à respirer ce que l'autre ressort. C'est important même si on n'est pas en pandémie. Et si on a une chose en pandémie, c'est qu'il y a une certaine conscience qui se développe, une certaine conscience politique, l'idée qu'on ne peut pas faire comme on faisait avant. Et la forme exacte de ce que ça va avoir l'air, l'avenir par rapport au passé, on est toujours en train de dessiner ça. Et si on ne s'exprime pas, sur la place publique, en écrivant nos conseillers, nos membres de l'Assemblée nationale, nos députés, peu importe, pour leur indiquer que ce qu'on veut comme avenir, c'est un avenir où on a plus de place pour les piétons, pour les cyclistes, pour les transports collectifs. Ça se fera peut-être, ça se fera probablement pas. Donc, I guess, devoir pour moi et tout le monde, c'est d'écrire à son conseiller au moins une fois pour exprimer ce qu'on aimerait voir comme rue, comme aménagement, comme philosophie dans l'avenir. Ah, tu as raison. Puis moi, je parle à des conseillers régulièrement. Puis autant qu'on voit qu'il y a une pression négative là, par rapport au projet sur Jacques-Cartier, il y a beaucoup. Les conseillers nous disent qu'ils reçoivent quand même beaucoup de lettres positives et c'est ce qui les fait vouloir garder le projet. Donc oui, vos conseillers vous lisent et c'est eux ultimement qui prennent les décisions. Donc, power to the people, comme on dit. Hein?
C'est un petit peu terrible parce que quand les choses se passent mal, on a l'impression qu'on n'a pas de voix. Donc, c'est activiste pour piétons, cyclistes, de façon générale, comme citoyens, certains qu'on a de merveilleux organismes qui font ça pour nous, mais en tant que citoyen, on ne s'exprime pas énormément parce qu'on se dit j'aimerais bien ça que tel tronçon de piste cyclable soit repavé, mais c'est pas ça qui va faire Amsterdam. Et quand les choses vont bien, de façon générale, les gens ne s'expriment pas parce qu'on a l'impression que ça se fait tout seul. D'où l'importance de savoir que quand les choses vont bien, quand la ville fait quelque chose de bien, c'est important de renforcer cette action-là avec de bonnes paroles, parce que c'est certain que les gens qui n'arrivent pas à stationner, qui doivent rouler un gros 30 secondes pour aller faire l'autre rue, eux, ils vont trouver le temps d'écrire le conseiller, d'écrire le droit, n'importe qui. Ouais. Je vais laisser quelques minutes à Cécile pour son mot de la fin. Ensuite, remerciements et un teaser à la fin. S'il vous plaît, restez. J'ai un petit teaser là, pour notre prochaine activité. Fait que ça sera pas bien long. Là. Peut-être à 38, on va avoir fini. Vas-y, Cécile. Je pense qu'on voit en ce moment l'importance de la santé publique. C'est vraiment la préoccupation de l'heure. J'avais déjà entendu des spécialistes dire passer par l'angle de la santé publique pour parler transport parce que c'est ça qui fonctionne. Puis on a peut-être un espoir qu'il puisse y avoir un petit peu plus d'attention sur la santé publique, puis faire passer des projets de transport actifs sous cet angle-là. Donc, c'est mon petit mot d'espoir pour la fin. Merci, ça tombe bien. Ma blonde travaille à la santé publique. Là. Je chuchote à l'oreille toute la nuit. Merci énormément, chers panélistes, de vous être prêtés au jeu. Je trouve que ça s'est super bien passé. Vous avez tous eu des interventions très pertinentes et complémentaires. C'est très, très apprécié. Un gros merci spécial pour Cécile qui a fait le gros de l'organisation de l'événement. Ça a l'air de rien, mais c'est la première fois qu'on faisait ça. Et puis, c'est bien de l'ouvrage, préparer tout ça, et je lui lève mon chapeau. Merci à vous, l'auditoire. On est encore 38 spectateurs. On a été 43 tantôt. Fait que je trouve que c'est très bien. C'est un bon succès. Merci d'être là et d'avoir participé énormément. Je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que ça fusait de partout, là. C'était vraiment cool. Donc, j'espère que j'ai répondu à la plupart j'ai posé la plupart de vos questions. Je vous invite à rester à l'affût. Évidemment, à aimer notre page Facebook, blablabla, comme ils disent partout, là. Suivez-nous, s'il vous plaît, ou inscrivez-vous à Option Vélo sur notre site web pour recevoir nos infolettes. Ça, c'est le plus important. On va avoir notre AGA à la fin septembre. On ne sait pas exactement le format, mais ça va probablement être virtuel. Au mois d'octobre, nous avons... C'est ça, je vais faire le teaser, là. J'ai le droit de faire ça. OK. Donc, on a un prochain événement qui s'en vient. Je vais partager mon écran. Je partage l'écran. On a le logo et tout. T'attends. Fait que pour ceux... Oui, vas-y, là. Pour ceux qui ont déjà assisté à Bike Minds à Ottawa ou dans d'autres villes, sachez que nous avons maintenant notre version francophone. Ben, vous le savez déjà parce qu'on a fait un appel d'histoire, là, mais bon. Donc, voici notre logo. Esprit Vélo, histoire de bicyclette. C'est poétique, c'est historique, c'est des gens qui vont vous partager comment est-ce que la bicyclette les rend heureux et des histoires, des anecdotes, des choses comme ça. Peut-être un poème, peut-être un slam, je ne sais pas, peut-être juste un slideshow avec une histoire. En tout cas, c'est très intéressant. C'est pour vous faire partager l'amour du vélo. Donc, nous restez à l'affût concernant l'invitation à ce prochain événement. Alors, je vous dis merci. Et je remarque que tout le monde dit merci. Ah, ça a l'air que tout le monde est content. Nous allons tenter d'envoyer un sondage. On n'a pas pu le préparer d'avance. On va vous envoyer un petit sondage très rapide, 3-4 questions pour voir votre appréciation, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tout ça. S'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, remplissez-les et ça serait fort apprécié. Donc, encore une fois, merci aux panélistes, spectateurs, chapeau à Cécile et à la prochaine.
Salut! Merci tout le monde. Bye! Merci. Merci. Bye.